Audio Jungle. Salut Naomi. Salut. Ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va très bien. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir dans notre plateau. Dans notre émission Face au miroir, on va totalement être plongé dans ton reflet, dans ton parcours, dans ton histoire pour comprendre la femme que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu es prête de nous faire découvrir Naomi? Je suis prête. Alors pour commencer, je vais te proposer un tout petit exercice. Je vais te demander de prendre le miroir qui est juste en face de toi, s'il te plaît. Voilà. Et j'aimerais que tu te regardes, tu es très très jolie, donc ne regarde pas tout ce qui est autour, mais vraiment que tu te regardes dans le blanc des yeux, que tu regardes Naomi dans toute sa profondeur, dans toute son âme, Naomi de l'intérieur et pas de la surface. Et je vais juste te poser quelques questions et je veux juste que tu répondes à ces questions, même pas avec toute sincérité, mais en répondant tout simplement à toi-même. Donc lorsque tu répondras, tu regardes le miroir, ça va? Qui est Naomi? Une jeune femme courageuse. Qu'est-ce que ça signifie une jeune femme courageuse? Une battante. Une battante qui se bat malgré les hauts et les bas. J'essaye. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore de plus sur Naomi, à part être une battante? Que c'est une femme forte. Que même quand il y a une tempête, elle passe au-dessus. Elle a confiance en elle. Elle sait qui elle est maintenant. D'où elle puise cette force, Naomi? De mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qui a dans ton cœur? Mon fils. C'est de son fils que Naomi puise sa force. Oui. C'est je dirais, c'est grâce à lui, maintenant que j'ai aussi confiance en moi. Que je parle avec autant d'assurance. Quelle est la plus grande réussite de Naomi? C'est la venue de mon fils. Le plus grand échec de Naomi? Ou le plus grand regret? La manière dont mon fils est venu. La manière dont ton fils est venu. Et aujourd'hui, Naomi aspire à quoi? Quelle femme veut-elle devenir? Je veux devenir cette femme qui n'a peur de rien, qui n'a pas peur de montrer qui elle est réellement, qu'on l'accepte ou pas, de se battre pour les gens qu'elle aime, pour devenir chaque jour meilleure. Enfin, de ne pas stagner, de monter le plus haut possible. Quel est l'animal où tu te retrouves un peu le plus? Un animal par sa vie, par sa férocité, par son essence, par son énergie, où tu te retrouves? Ah, je suis une tigresse. Pourquoi une tigresse? Moi, je suis au taquet dans tout, que ce soit dans le bon et dans le mauvais sens. Je suis là, j'ai la niaque. Je recule pas. J'ai peur de rien et de personne. Merci Naomi, tu fais déposer ton miroir. Merci beaucoup pour ce tête-à-tête avec toi-même. Qu'est-ce que ça fait de se voir et de se parler? C'est quand même bizarre. On se voit sous un autre angle. Pourtant, tous les jours, je me regarde au miroir quand je me réveille, pour maquiller ou pour voir à quoi je ressemble le matin. Mais là, bizarrement, c'était bizarre. J'ai vu à travers moi. C'est comme si on m'avait ouvert, on m'a coupé en deux. Donc, c'était un peu bizarre, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un qui me parlait en face du miroir. C'était mon ombre, je dirais. Oui. C'était moi. C'était toi. Et on va continuer à décortiquer un peu ce que tu as dit. Maintenant, ça va être face au miroir, ça va être face à toi-même dans des périodes bien spécifiques. Et on va apprendre tout simplement à te connaître et tu vas aussi apprendre à te connaître à la troisième personne. Ok? Ok. D'accord. Donc, on va commencer par une photo. Je vais te donner une petite photo. Tiens. J'aimerais que tu nous parles de cette petite fille. Déjà, à quel âge? Elle a 2 ans. C'est le jour de son anniversaire. C'est 2 ans au McDo. Au McDo, ok. Oui. Donc, du coup, c'est ton enfance, quelque part. Est-ce que tu nous parles un peu de ton enfance, de ton environnement, pardon? Est-ce que tu as des frères, tu as des sœurs? Dans quel environnement as-tu été baignée en Belgique, à l'étranger? Dis-nous tout sur cette enfance. D'abord, je suis née en Belgique. Donc, mes parents vivaient en Belgique. Là, j'avais qu'une grande sœur parce que moi, je suis la 2e de famille. Donc, je dirais que j'étais une petite fille qui a grandi dans une famille avec ses parents. J'ai eu la chance, bien sûr, parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance. Une famille très chrétienne, donc j'ai grandi dans une éducation assez chrétienne,
avec des bonnes bases, je dirais. Donc, on est en Belgique parce que je suis née en Belgique. Après ça, on est parti vers l'Allemagne, voilà, pour des raisons personnelles. Et c'est là qu'on a eu ma petite sœur. Donc là, on est au nombre de 3. Jusque-là, tout se passe bien. Le même rythme de famille, papa, maman, enfants, école, église, travail. Et puis de là, mes parents décident encore de bouger. Donc, on a un peu beaucoup bougé. Donc de là, on retourne en Belgique, donc, dans mon lieu de naissance. Et c'est là que vient le dernier, mon petit frère. Donc on est 4 enfants avec nos parents. Donc une vie de famille, je dirais quand même, j'en suis fière. Je pense que j'ai la chance de l'avoir. J'ai la chance d'avoir des frères et sœurs et des parents. C'est pas donné à tout le monde, donc je suis reconnaissante envers la vie, envers Dieu pour ça. Et voilà, quoi, je dirais une vie basique, voilà, une enfance très stricte. Et bien, donc je dirais, on m'a appris les bases très jeune, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc c'était vraiment ancré en nous. On avait, voilà, je dirais, c'était, j'ai une bonne enfance en général. Mes parents faisaient toujours en sorte que je ne manque de rien. Et pour ça, je leur remercie. Je dirais ça va. Mon enfance, j'ai des bons souvenirs plus que des mauvais. Tu nous as parlé d'une foi, d'une croyance, la foi chrétienne. Est-ce que tu penses que ce qu'on t'a appris dans ces bases-là, donc par la foi, ça t'a aidé à être la femme que tu es aujourd'hui? Est-ce que ça a eu un impact? Ça a eu beaucoup d'impact sur moi. Parce que chaque chose... Positif ou négatif? Les deux, je dirais. Okay. Positif, pourquoi? Parce que dans chaque chose, parfois ça arrive, j'ai envie de faire, entre guillemets, une bêtise. J'entends la voix de ma mère. D'une phrase qu'elle aurait dit peut-être il y a 15 ans. Mais je l'entends parler dans mon oreille, c'est bizarre. Et directement, je me rends compte, ah non, sa maman ne sera pas contente. Et je dirais négatif dans le sens où, parfois, tu n'es peut-être pas toi-même. Tu fais des choses parce qu'on me les a inculquées comme ça. Et c'est la foi qui a été un blocage, donc la foi chrétienne, ou c'est vraiment ce que les parents te disaient, par exemple, ne fais pas ça, ou c'est la foi chrétienne, peut-être Dieu dit ça, ou la parole dit ça? Je dirais c'est les deux, parce que j'ai quand même une crainte de Dieu, donc je me dis, oh, maman et papa m'avaient dit ça, en tant que chrétienne, je ne peux pas faire. Donc je lâche vite, je lâche prise. Donc je me dirais, il y a un mélange de tu peux pas faire, et un mélange de Dieu demande de ne pas faire ça. Quelle place a Dieu dans ta vie aujourd'hui? Puisque apparemment tu as commencé avec lui très jeune. Oui, dès que je suis née, on va dire. Oui, c'est ça. Alors quelle place aujourd'hui, quelle place Dieu a dans ta vie aujourd'hui, le divin? Pour moi, je dirais, il a la première place. Donc sur tous les plans, familial, amical, avant mon fils. Pour moi, je le mets au premier plan. Pour moi, c'est grâce à lui que je suis celle que je suis aujourd'hui. Donc du coup, pour moi, si je respire, si vous me voyez là, parler comme ça, en bonne santé, c'est grâce à lui. Donc pour moi, c'est high level. Il est au-dessus de tout et de tout le monde. Ok, donc c'est vraiment quelque chose que tu as continué. Voilà, je n'ai pas regretté ce qu'on m'a inculqué de ce côté-là. J'y continue et j'essaierai aussi de l'inculquer à mes enfants. Donc c'est une fierté pour toi de t'avoir, que tes parents t'aient transmis cette foi. C'est une fierté pour moi et justement, je les copierai avec mes enfants. Enfin, c'est ce que je fais déjà avec mon fils. Avec ton fils. Voilà, d'essayer de lui parler déjà de Dieu. Voilà. Tu disais que vous avez beaucoup bougé. Donc Allemagne, tu as dit Allemagne, Belgique. D'abord Belgique et puis Allemagne, parce que mes parents ils viennent du Congo, bien évidemment, mais là je n'étais pas encore née. Donc ils sont arrivés en Belgique, ils m'ont eu, mais ils avaient déjà ma grande sœur qui est née au Congo. Et puis ils ont décidé d'aller en Allemagne, et Allemagne on a fait aller-retour en Belgique. Après 7-8 ans. Et tu avais quel âge à ce moment-là? Quand on a quitté la Belgique, j'avais 3 ans, pas plus. Ok. Et comment on le vit quand on a un enfant et que nos parents nous bougent un peu dans tous les sens? Parce que je pense que tu avais des amis, tu avais des camarades, il y avait des choses qui étaient déjà ancrées. En plus, c'est l'allemand, on parle allemand, en Belgique, c'est le français. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant lorsqu'on le bascule un peu de tous les côtés pour des raisons qui sont tout à fait légitimes, je pense. Donc, quand on est parti de la Belgique, j'étais trop petite, je ne me rappelle pas. Mais par contre, je saurais vous dire, donc, de l'Allemagne au retour en Belgique, parce que là, j'avais déjà une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Ben, c'était très difficile. J'avais l'impression qu'on m'a pas demandé mon avis. On m'a imposé. Bon, parce que là, j'ai 10 ans, vous vous en doutez, mais que les parents vont pas me demander mon avis. Mais j'avais une vie avec mes 10 ans. Donc, j'avais des amis, j'avais un rythme de vie, il y avait la langue. Donc, j'ai l'impression qu'on m'avait coupé une partie de moi sans me demander ou sans peut-être m'en parler, peut-être. Pour moi, on nous a imposé et on n'avait pas le choix. Après, je comprends les raisons. Voilà, les raisons étaient totalement sensées. Mais pour moi, j'avais l'impression qu'on m'a coupé. En fait, c'est comme si on m'a dit, Naomi, oublie tes amis, oublie ta vie, on va te déposer quelque part. Ben, t'es obligé
de t'habituer. Et comment tu t'es adaptée? C'était très difficile. Surtout, heureusement, on avait la chance, on avait des parents, surtout notre maman nous parlait beaucoup en français. Et Dieu merci, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Parce que quand on est arrivé, parce qu'on n'a pas la même façon d'écrire les lettres de l'alphabet que l'Allemagne. Donc du coup, quand je suis arrivée, par exemple, si on me dit mangue, ou par exemple, qu'est-ce que je veux dire, poussette, moi j'aurais écrit avec un S différent. Et donc quand je suis arrivée, les autres amis de classe me disaient, mais c'est quoi, je sais pas si vous voyez le S qui est façon B. Ils me disaient, mais c'est quoi cette façon d'écrire? Je me sentais un peu à part, un peu rejetée. Je faisais beaucoup de gaffes et de fautes françaises. Au début, franchement, c'était difficile de s'adapter à une nouvelle vie, nouvel monde. Mais bon, on ne s'évite pas le choix. Et puis quand on est très jeune, je pense qu'on s'adapte. On s'adapte un peu plus vite, c'est vrai, c'est plus facile que quand on est déjà ado et tout. Là, j'avais comme une dizaine d'années, ça va, c'est l'âge où on aime un peu tout le monde, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Donc, je dirais, ça va. L'adaptation au début, c'était quand même, surtout pour ma grande sœur, elle était plus âgée. Donc, c'était quand même difficile, mais voilà, on s'est, entre nous, on a dit, bah, écoute, on n'a pas le choix, c'est comme ça va aller. Et tu sais dire une phrase en allemand, peut-être? Ich liebe dich. Ça veut dire, je t'aime. Et un truc un peu plus long. Pardon? Quelque chose, tu sais me répondre? Qui est Naomi, par exemple? Ich will Naomi. Ich gebe 7... Ah, j'ai oublié. Là, ça va, on voit que... Mais quand quelqu'un parle, je comprends. Maintenant, pour répondre, ça devient compliqué. Ça devient un peu plus compliqué. Bah, bon, ça t'a fait une langue en plus. Ça m'a fait une langue en plus et ça m'a beaucoup aidé avec le néerlandais. Ah oui, c'est vrai, comme on est en Belgique. Et quel rapport, à ce moment-là, dans ton enfance, avais-tu avec, notamment ta grande sœur, mais également tes petits frères? En tout cas, on va dire quand tout le monde est venu. Quand tout le monde est venu. Quand il y avait toute ta fratrie. Quel rapport tu as avec, quel est ton rôle de grande sœur? Quel est ton rôle de petite sœur? Enfin, comment tu l'as vécu en général? Mais quand j'étais quand même têtue, je pense que je dirais que j'étais, je sais pas comment je vais le qualifier, l'enfant le plus difficile, je dirais. On avait des bons rapports, mais j'étais quand même assez difficile avec ma grande sœur. Je voulais un peu prendre sa place, je dirais. Vu que physiquement, j'étais plus portante que ma grande sœur, donc je pense que psychologiquement, j'oubliais un peu quelle place j'avais. Donc j'ai un peu pourri la vie à ma grande sœur, si elle me regarde, je t'aime, excuse-moi. Mais voilà, mais je dirais avec mes frères et sœurs en général, j'étais une grande sœur assez protectrice, un peu trop. Surtout ma petite sœur, elle en a payé les frais. J'étais très protectrice, tu fais pas ça, mais elle avait l'impression que j'étais méchante. Mais c'est parce que voilà, pour moi, mes frères et sœurs, on les touche pas. Donc voilà, je dirais quand même que je suis assez imposée, voilà. Naomi, mes frères et sœurs, quand on demande à mes frères et sœurs, Naomi, disent oui. C'est notre sœur, dans le sens où, je pense positif ou peut-être négatif, mais je pense que j'ai toujours fait en sorte de marquer ma place en tant que grande sœur et petite sœur aussi. Enfin, avec les années, j'ai compris que ma place est en dessous d'elle. Même si au début, je faisais un peu, mais je dirais, on a quand même eu on a des liens très forts. Mes frères et sœurs, c'est indéniable. Main dans la main, on peut se disputer lundi. 2 heures après, elle a un problème, je cours, je réfléchis pas. Donc, je dirais, on a des bons rapports. Et pourquoi tu as avec tes petits frères, t'es protectrice? Pourquoi c'est le premier sentiment qui te vient pour tes petits frères d'être protectrice et protégée de quoi? Parce que j'aurais aimé qu'on me protège autant. Par les personnes qui m'entourent. J'aurais aimé qu'on me protège autant, qu'on me rassure autant, qu'on me tende autant la main. Je l'ai pas eu, donc je veux pas que mes frères manquent de ça. Je veux que mes frères, quand ils parlent de moi, ils disent oui, on avait une grande sœur qui se battait pour nous, on avait une grande sœur qui nous tendait la main, je veux ça. Donc du coup, vu que je l'ai pas eu, je veux pas que mes petits frères aussi, ils manquent de cela. Donc c'est pour ça que je suis autant un peu trop peut-être. Mais voilà. Très protectrice. Très, très. D'accord. Et c'est la famille en général ou c'est vraiment les petits frères? Non, moi c'est d'abord mes petits frères. D'abord tes petits frères. On touche pas. D'accord. On va continuer dans ton évolution. Je vais te donner une photo. De Naomi à quel âge? 17-18. 17-18 ans. Oui. Parle-nous de Naomi en Ah non, attendez. 2015, la naissance de ma filleule. Oui, j'avais 17-18 ans. 17-18 ans. Parle-nous un peu de Naomi dans cette période-là. Quels étaient ses rêves? Qu'est-ce qu'il y avait réellement dans sa tête? Elle aspirait à quoi? Comment elle se sentait dans son quotidien, dans sa vie? Quand je regarde cette Naomi sur la photo, je dirais fausse confiance, crevette. Pourquoi crevette? Je prends à la tête, je coupe le corps. C'est ce que je vois quand je vois ma photo. C'est-à-dire quand tu dis tu prends la tête, tu coupes le corps? Je reprends ma tête, mais je reprends pas mon corps. Ok. Donc ça veut dire, je la trouve belle, je la trouve fausse confiance,
Parce que sur la photo, quand on regarde, on dirait, ah, ben, elle a l'air d'avoir confiance en elle, elle sait ce qu'elle veut. Mais je dirais fausse confiante, crevette. Je prends ma tête encore, parce que je trouve que je suis une jolie femme toujours. Mais par contre, le reste, je dirais, c'est plus moi. C'est super intéressant parce que je t'ai dit donc de parler de cette période-là. Et c'est vrai, bah, tu pouvais aller dans tous les sens. Et tu as directement parlé du rapport que tu avais avec toi-même, comment tu te sentais directement avec ton corps. Et tu disais que tu prends la tête et pas le corps. Quel rapport tu avais avec ton corps à ce moment-là? Déjà, comment tu te définis? Comment est Naomi là sur cette photo? Comment est le corps de Naomi, si tu veux? Je dois dire mot pour mot, vraiment ce que je pense. C'est ton face au miroir. Je la trouve grosse. Un peu trop grosse. C'est quoi être grosse? Ben, je la trouve en surpoids, je la trouve elle déborde, je trouve qu'elle dégouline. Je suis dure envers moi-même, mais c'est vraiment dans cet état d'esprit que j'étais à ce moment-là. Je trouvais que je débordais. Voilà. C'est comme si on prend un seau d'eau et on verse de l'eau et puis ça coule, ça déborde. C'est comme ça que je me définissais. Et quel rapport du coup tu avais avec ton corps au quotidien? Parce que tu avais déjà ce mindset, cette pensée-là de voilà, je déborde, tu te regardes au miroir justement comme on l'a fait au début, mais pas avec ce regard, mais avec un regard où tu t'analyses et tu te dis ok, je déborde ou je suis grosse comme tu dis. Comment... En fait, je faisais semblant de l'aimer. En fait, moi, je voulais l'aimer. Personnellement, je pensais qu'à un moment donné de ma vie, je l'aimais. Je pense qu'avant mes 17 ans, parce qu'en fait, moi, faut savoir, on m'a imposé d'être forte. Je dirais, je suis née avec presque 5 kilos. Voilà, comme ça, vous avez déjà l'image. Donc, j'étais un bébé très mignonné. Voilà, on aime bien les bébés qui sont, voilà. Mais à force, je commençais à grandir. Je grandissais avec mon poids. Donc, il n'y a aucun moment de ma vie où j'avais une image de moi plus fine ou plus tracée, je dirais. Donc, moi, toute ma vie, je dirais, on m'a imposé ce corps que je n'ai pas choisi, je précise. Parce que si on m'aurait dit de choisir, j'aurais pas aimé être forte, sincèrement. Donc, on m'a imposé ce corps et j'ai grandi avec. Je pense que je l'acceptais d'abord au début. C'est Naomi. Je suis comme ça. C'était normal. Voilà. Mais arrivé à un certain âge, je l'acceptais plus. Et pourquoi? Pourquoi à un moment donné? Parce que c'est l'âge où la critique commence à jouer sur nous. Je pense que quand on a 5-6 ans, qu'on me dit t'es grosse. Je me rappelle, je vais te raconter une anecdote. Une fois, je me disputais avec un garçon primaire. Il m'a dit, regarde comment t'es grosse. J'ai dit, pour mieux t'écraser. Ma prof, elle m'a dit, bien répondu. Donc, ça veut dire, je pense qu'à un moment de ma vie, c'était, mais je suis comme ça, si tu m'aimes pas, je m'en fous. Et en fait, puisque peut-être à la maison, maman, tout le monde disait, t'es belle. Enfin, c'est quelque chose où on portait pas vraiment le regard de du tout, parce que, surtout, je dirais pas ma mère. Vous comprendrez après pourquoi. Mes frères et sœurs, voilà, c'est ce bon souvenir que je garde d'eux. Ils me disaient, t'es belle, tu as de la valeur, nous, on t'aime comme tu es, change pas. Enfin, ils me disaient, c'est ton identité, on t'aime comme tu es, t'es belle. Mais à la maison et à l'école et dehors, c'est différent. Tu avais quel genre de critiques qui t'ont atteint et qui ont même changé ta vision personnelle par rapport avec ton corps? En fait, la critique, quand on commence à me décrire, ça je vais jamais oublier. Tu connais Naomi la grosse avec les gros seins? Pour moi, c'est pas comme ça qu'on décrit quelqu'un. Pour moi, l'identité de quelqu'un, c'est pas son poids, sa couleur de peau, sa religion, non. Et donc déjà, c'est à partir de là que ça commence à jouer sur moi. C'est quoi cette description, quoi? Ah, la grosse avec les gros seins. Ça commence à prendre sur moi. Mais je me suis dit, bon, peut-être les gens le font pas spécialement, ils sont peut-être maladroits de leur dire. Au moment où ça commençait vraiment à prendre sur moi, c'est quand ma mère et mes tantes me faisaient des réflexions, ils se rendaient pas compte, ils complimentaient beaucoup mes frères et sœurs, mais pas moi. Par exemple, ils viendraient dire à ma grande sœur, oh, toi, t'es belle. Et toi, le jour que tu vas te marier, la dot sera salée. Ma petite sœur, n'en parlons pas. C'est la plus belle de la famille, je le confirme. Mais alors, elle, c'était, quand ils rentraient, c'est, waouh, mais qu'est-ce qu'elle est? Et moi, j'étais là assise. On me voyait pas. Et vous savez pas comment ça peut... Franchement, c'était le moment le plus... Je me suis dit, quoi? Même pour ma famille, je suis pas jolie. C'est là que ça a commencé, mon manque de confiance en moi, où je me dis, en fait, t'es pas jolie, en fait. Ma mère, je savais qu'elle voulait pas mal faire, mais elle me faisait beaucoup de réflexions gênantes. Par exemple, si je suis habillée, elle va venir. Enfin, il y a une manière peut-être de faire, mais après,
voilà, je lui en veux pas, hein. Elle va venir, elle va me prendre mon pull, elle va me monter. Vraiment l'air de dire, ta poitrine est dégueulasse, donc monte, tu peux pas t'habiller comme ça. Ou autour de ton assiette, t'es avec des frères et sœurs qui mangent des hamburgers, mais quand t'as un hamburger, oui, mais toi, tu peux pas. Donc, tu commences à marquer une différence. Tu dis, vous me dites que je suis belle, vous aimez comme je suis, mais au fond, non. Parce que les réflexions que vous me faites, ben, ça me braque plus qu'autre chose, en fait. Tu penses que les mots d'un parent, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs, sur un enfant a énormément d'impact? Enfin, toi, je pense que ça t'a vraiment impacté. Total impact. Oui. Et t'es mère en plus aujourd'hui. Tu penses que ça a vraiment un impact et que à ce niveau-là, les parents, toi en tant que mère, il faut faire très attention à ce qu'on dit à l'enfant? Il faut faire très attention, mais vraiment à ce qu'on dit à nos enfants. Parce que je pense que c'est ce que les parents disent qu'on garde le plus. Moi, personnellement, j'ai pas le souvenir d'un ami de classe qui m'avait insulté, mais c'est les réflexions de ma famille, ma mère, mes tantes, qui ont beaucoup joué sur moi. Pourquoi ça t'a plus touché? Ça m'a plus touché parce que je pense que c'est les miens. Je me dis, vous êtes censés pas me faire ce qu'on me fait dehors, je dirais. Pour moi, dès que je passe la porte de la maison, c'est tu es belle, tu as de la valeur, me rassurer. Et moi, quand dehors, je n'étais pas rassurée, je rentrais, c'était de même en fait. Mais je parlais pas. Et quel conseil tu peux donner à un parent, une mère ou un père qui nous écoute par rapport à ça, où je pense que tu es congolaise, je pense. Oui, je suis congolaise. Dans la culture africaine congolaise, c'est vrai que les mots d'amour, les mots doux, c'est quelque chose de très difficile. Quel conseil tu peux donner à un parent pour que justement, un enfant ne se sente pas comme toi tu t'es senti? Voilà, en fait, je suis une jeune maman. Je veux vraiment pas expliquer aux parents ce qu'ils doivent faire, mais je pense que je l'ai vécu, donc je peux quand même conseiller aux parents, s'il vous plaît, je sais que vous ne voulez pas mal faire. Quand ma mère elle me faisait des réflexions, elle voulait peut-être pas que je souffre d'obésité parce que ça ramène beaucoup de maladies notamment. Mais je dirais, s'il vous plaît les parents, la manière, les mots ont un pouvoir que vous pouvez pas imaginer. Les mots d'un parent ont un pouvoir positif ou négatif sur l'enfant. Je donne un exemple. Tu répètes à ta fille, tu es une femme de valeur, n'importe quelle étude que tu fasses, je te soutiens. Mais vous savez, quand tu sors de la maison, il y a rien qui peut t'atteindre. Ma mère, mon père m'a dit. Mais quand c'est, t'es trop, regarde les autres, Naomi, moi c'était des phrases, regarde les autres. Toi, tu peux pas t'habiller comme ça, Naomi. Tu peux pas. Ben oui, par exemple, mes soutiens-gorge, je pouvais pas acheter comme tout le monde dans des magasins. Voilà, moi j'allais dans des magasins assez spéciaux pour... pas que ça embêtait ma mère, mais elle devait y mettre quand même un gros paquet. Et je me disais, je ramène quand même de la merde à mes parents, quoi. Et je voulais qu'à ce moment-là, ma mère me rassure, me dire, non, ça me dérange pas, ma fille. Tu es venue comme ça, tu as rien demandé. T'inquiète pas. Ben, ma mère le faisait pas. Je pense que la culture africaine rentre en jeu, où les parents rassurent pas assez les enfants, ne demandent pas aux enfants assez, est-ce que ça va à l'école? Est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Moi, on me l'a jamais posé comme question. Il y a jamais un membre de ma famille qui m'a fait ça, me demander, est-ce que ça va à l'école? Tu souffres pas de moquerie? T'as besoin d'aide? Tu veux qu'on t'aide? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, par exemple, j'aurais bien aimé, mes frères et sœurs, ils étaient bien tracés. J'aurais bien aimé, par exemple, mes frères et sœurs disent, écoutez, Naomi, on va faire un régime avec toi. Comme ça, tu te sens pas seule, parce que j'étais la seule qui était forte à la maison. Et j'avais l'impression que tout le monde me mettait à part sans s'en rendre compte, en fait. J'aurais aimé qu'on me dise, Naomi, tu sais quoi, nous, on est bien, mais le sport, c'est pas mauvais. Bon, on va faire le sport avec toi. Soutien. Voilà. On va faire l'effort. De toute manière, soutien par les mots, par le fait qu'on te rassure, le fait qu'on dise, écoute, on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Faire attention quand même aux réflexions. Après, c'est pas mauvais. Tu peux me dire, je sais pas comment dire. Mais la manière. La manière où c'était dit, par ma mère et mes tantes, je précise, parce que par exemple, mon papa m'a jamais fait une réflexion sur mon physique. Il me répétait que j'étais belle. Mon papa m'a jamais fait une réflexion de, ta jupe est trop courte pour ton corps. C'était souvent une phrase que ma mère me répéterait parce que moi, je suis quelqu'un, malgré que j'étais forte, mais si j'ai envie de mettre une petite jupe, je la mettais. Je m'en foutais des regards. Tu penses qu'il y avait un sentiment de révolte à ce moment-là, du sens que les autres portaient que le regard sur ton poids, sur ton corps, et que c'est quelque chose qui commençait à te complexer, à te gêner, et que quelque part, de base, toi, ça te dérangeait pas si les autres ne le disaient pas, et que tu es rentré dans un sentiment de révolte où tu disais, en fait,
par exemple, je peux pas mettre cette jupe, je vais mettre ça, ben moi, je vais mettre, en fait. Exactement, vous m'avez très bien compris. J'étais devenue à un moment où je disais, ben, prout. C'est pas pour moi, eh ben, je vais le mettre. Vous avez qu'à critiquer. Ça change rien. De toute façon, vous me critiquez quand même dans tous les cas. Donc, je mettrai cette jupe avec la cellulite qui bouge, ou avec le bras qui pend, ou avec le sein de trop, si vous voulez. Mais je vais le mettre. Et pourquoi ce sentiment de révolte? Mais tu te sens incomprise. Tu n'es peut-être, allez, je me dis, les gens, ils savent pas. Peut-être tu n'es pas aussi à l'aise dans ton corps. Peut-être t'as beau essayer, mais tu arrives aussi pas. Et quand on te dit encore, ouh, ben, ça va pas, ben, tu rentres dans un sentiment où tu commences même à te détester, à en vouloir à la nature, à Dieu. Moi, ça m'arrivait de poser à Dieu. Pourquoi mes frères et sœurs, ils sont comme ça? Pourquoi moi, je suis grosse? Parce que moi, je suis pas devenue grosse parce que j'ai trop mangé de chocolat. Moi, je suis née avec 5 kilos. Et puis, j'ai monté. Donc, on commence à saillir, à s'en vouloir. On sait même pas pourquoi. On s'en veut, on devient dur envers soi. C'est désagréable. Et on perd confiance en soi. On perd totale confiance en T'as soi. dit fausse confiance quand tu as parlé de la Naomi de 17-18 ans. Donc, il y avait une confiance, mais qui en fait était fausse. Donc, elle était perceptible par les autres, que elle a peut-être, enfin, on voyait pas ce manque de confiance, mais en vrai, elle était fausse. Il y avait rien en fait. Si on pouvait prendre la confiance dans une coquille, ben, quand on ouvrait la coquille, en fait, il y avait rien du tout. Il y avait pas de confiance. C'est ça? Ben, en fait, je vais rebondir sur une chose que vous avez dit. Totale fausse confiance, je vais m'expliquer. Si on demande à mes proches, ma famille, mes amis, ils diront, ah non, Naomi est une femme ronde qui avait hyper confiance en elle, elle était pas complexée. Si elle a envie de mettre une robe moulante, elle va la mettre. Si elle a envie de mettre un petit shorty par là, elle va le mettre à la piscine, elle a pas honte. Mais non, en fait, vous me connaissez pas du tout. J'étais beaucoup trop gênée. Mais dedans, c'était vide, comme vous avez dit, la coquille, donc il y avait la coquille, et dedans, elle était vide. Et pourquoi tu en parlais pas? Tu disais pas peut-être clairement à maman, sœur, frère, ou même à quelqu'un même qui juste te rassurait peut-être. Tu disais, écoute, en vrai, je pense que je m'aime pas. Ou j'aime pas trop mon corps. Ou je veux vraiment. Enfin, pourquoi tu n'as pas parlé? Je pense que j'ai un défaut qui est l'orgueil. Je pense que l'orgueil a beaucoup joué à ce moment de dire, en fait, je suis quelqu'un, moi pour moi, face à moi, je suis, t'es belle, tu es courageuse, tu as de la valeur, tu vas y arriver. Même s'ils disent que tu vas pas y arriver, ben tu vas y arriver. À ce moment-là, mon orgueil a pris sur moi. Je me suis dit, je vais pas demander de l'aide. Je vais réussir par moi-même. Je vais prendre mes décisions par moi-même. Je vais rien demander à personne. Je dirais, c'est l'orgueil qui a un peu joué. Je sais pas si je me trompe. Mais personnellement, je dirais, c'est mon orgueil qui a joué de demander de l'aide. Ça coûte rien. Je pouvais aussi dire, voilà, je me sens mal. Juste parler. Juste parler, juste discuter. Faire comprendre peut-être la personne, comme je dis, ma mère, etc., ça partait pas d'un sens. Non. Ma mère, elle m'adore. Je suis sa fille. Mais peut-être je l'ai jamais fait asseoir et lui dire, maman, et mes tantes, ça me blesse. Comment vous faites des réflexions devant tout le monde? Il y a rien de plus gênant quand on a un problème de surpoids, qu'on te fasse la réflexion devant tout le monde. Parce que tu vois directement les regards des gens comme ça sur ton corps. Ouais. Ça crispe direct. T'es là, tu te dis, purée, je suis vraiment en trop. En fait, c'est vraiment parce qu'on porte le regard, en fait, presque que sur ça, en fait. Et plus sur le Oui, j'ai l'impression que c'est ça ton identité, la grosse. Comment me décrivez Naomi la grosse? Je sais pas, il y a une autre description. Dis-moi Naomi qui habite à, ou Naomi, celle qui est à l'école, qui fait des études de, je sais pas, la fille de, la sœur de, mais ne me dis pas la grosse avec les gros seins. Ça, c'était vraiment la phrase. La grosse avec les gros seins. Je vais te montrer une autre période de ta vie, ok? C'est Naomi. Naomi à quel âge à ce moment-là? Tiens, tu peux prendre. Là, j'ai 23. 23 ans, ok. Parle-nous de cette Naomi à ce moment-là. Quelle est la différence? Comment elle se sent à ce moment-là avec son corps? Ben, la différence d'ici et la photo d'avant, c'est que ici, j'ai décidé. Non, pas j'ai décidé. Ma mère a décidé qu'on me fasse une réduction mammaire. En 2015, c'est ça? En 2015, oui. Donc en 2015, j'ai fait une réduction mammaire. Donc tu n'as pas pris la décision. La décision ne venait pas profondément de toi. C'est ma mère qui le répétait tous les jours. Elle disait que c'était de trop. Tu n'as pas encore d'enfant. C'est trop pour une jeune fille. Les regards sont trop sur toi. Ça déborde trop. Ma mère tenait qu'on le fasse le plus tôt possible. C'est moi qui repoussais parce que j'étais pas prête psychologiquement. Moi, je voulais pas. Et quand ma mère me le répétait souvent, j'ai commencé à me dire, elle a raison. Regarde mes copines.
quand on est en bikini, moi, je peux pas mettre. Je me suis dit, ma mère, elle a raison. Mais là, dans la réduction, ma mère, je dirais, c'est la décision de ma mère. De ma mère, de maman. Et d'ailleurs, c'est elle qui a payé l'opération. Donc, vraiment, pour vous montrer que elle le voulait. Et comment tu te sentais quand tu voyais qu'on a pris un peu une décision à ta place, que toi, profondément, en tant que jeune femme, tu ne voulais pas spécialement, mais qu'on t'impose quelque chose et que tu étais presque obligée de le faire? J'aurais aimé quand même qu'on m'en parle, qu'on me demande mon avis, qu'on m'explique les pour et les contre, qu'on me rassure, que je me sente rassurée, que voilà, je le fais d'une façon positive. Moi, je l'ai plus fait en mode comme ça, on va me lâcher. Moi, je l'ai vraiment fait en ce mode. Après le résultat, j'ai fait semblant aussi d'être satisfaite. Donc, toute ma vie, je dirais, je l'ai passée en faisant semblant. Parce que après l'opération, après, je sais pas, vous verrez que la photo, je trouvais qu'on m'a trop retiré. Donc, ma première réaction, je vais jamais oublier quand je me suis réveillée de mon opération. Donc, vous vous en doutez, la première chose que j'étais en salle de réveil, j'ai fait, c'est ça. Et ça, j'ai jamais dit à ma famille. Je suis devenue hystérique. J'ai commencé à tirer les perfusions. Je criais, non, on m'en fait trop. Je veux pas, je veux mourir. Les sages-femmes, les infirmières sont venues. Ça m'a fait un choc. J'ai dit, c'est pas moi. Il est où ce médecin de merde? J'ai quand même été tragique. Il est où? C'est pas comme ça qu'on s'est entendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a enlevé toute ma personne, j'ai dit. Wow. Elles ont essayé de me calmer, elles ont donné un calmant, etc. Elles m'ont dit non, c'est parce que vous êtes couchés. Bref, elles ont essayé de me rassurer quand même pouvaient. Voilà, je suis sortie en salle de réveil, j'étais dans la chambre. La première personne qui est arrivée, vous entendez, c'est qui? C'est ma maman. Elle a été contente. Waouh! Ça a été sa réaction. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as entendu enfin, ou peut-être une différence entre le waouh, c'est trop gros et tout, et là, un waouh sur quelque chose qu'elle critiquait peut-être? Pour une fois, je me suis dit, elle est contente. Elle est contente, la bonne femme. Pour elle, c'était positif. Mais c'est bien beau de dire waouh. Mais c'est moi qui le porte. Est-ce que Naomi, pour toi, c'est waouh? On te l'a pas posé. Pour moi, c'était pas. On me l'a pas posé, mais je l'ai dit. D'accord. Là, tu l'as dit. Là, je l'ai dit. Je me rappelle, il y avait ma mère et ma grande sœur. Et pourquoi tu l'as dit à ce moment-là? Pourquoi là, tu t'es dit... En fait, là, je me suis rendu compte, c'est parti, on peut plus le remettre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, je me suis dit, oui, même si tu pètes un plomb, c'est parti, vous me l'avez enlevé. Vous m'avez trop enlevé. Trop enlevé de toi ou trop enlevé de ta poitrine? Parce que tu as dit, on a enlevé ma personne. Pour moi, on a enlevé une partie de ma personne. Je trouvais que, malgré tout, ça faisait quand même partie de moi. Donc, je voulais qu'on me laisse un peu plus comme ça. Je me rassure avec, voilà, j'ai encore un peu. Là, je dirais, allez, je peux le dire, je suis passée d'un bonnet de G, et maintenant je mets du B. Et je précise, il m'a dit, il a enlevé 4 kilos ici. Donc, à gauche. 4 kilos à gauche et 3 kilos 850 ici. À droite. Donc, tout mélangé, ça fait 7 kilos. Ouais. C'est quelque chose. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est... Et tu sais, au début, tu étais à combien de kilos, si tu as des souvenirs? À combien de kilos je faisais en général? Avec, non, les deux poitrines. Mon poids? Non, les non, ça, par contre... tu sais pas non, exactement. ça, je sais pas exactement. Mais je me rappelle plus. Mais c'est une bonne question. Si c'est pas trop indiscret, cette photo, t'étais à combien de pas? À 17-18 ans, tu faisais quel pas à peu près? Ici, j'étais dans les 100. Sincèrement. Ok, 100 kilos. Et au moment où tu enlevais tes seins? Au moment où j'ai enlevé mes seins, on m'a rassurée. On m'a dit, voilà, quand tu vas perdre la poitrine, tu vas voir, tu vas aussi rétrécir physiquement, tu vas te sentir mieux. Eh ben non, les gens croient toujours savoir. Eh ben non, du tout. Je me suis sentie encore plus... Je sais pas comment m'expliquer. J'ai l'impression que ma poitrine, vu qu'elle était assez élevée, elle cachait. Elle m'aidait aussi à cacher. Là, j'ai l'impression qu'on m'a encore mis à nu. Parce que je commençais à trouver que au-dessus, j'étais dégagée. Et tout le reste de nouveau débordait encore plus. Et ça, le médecin m'avait confirmé. Il a dit, oui. Il me dit, là, vous l'avez. Ça vous empêche d'avoir la vue. Et j'avais bien aimé. Là, on le retire, vous avez la vue sur vous. Et c'était exactement ça. Et de se voir comme ça au quotidien, pendant... Au début, c'était difficile. Après, j'ai commencé à aimer. Je vais pas mentir. Parce que voilà, je pouvais mettre plus de choses et tout. Je me sentais quand même un peu mieux. Mais... Et je me suis rendu compte que non, en fait, parce que ça n'a pas changé. Mon poids a quand même continué à augmenter. Et comment tu le vivais au quotidien? Je me rendais plus compte. C'est une amie, je me rappelle, qui m'a écrit un message une fois, m'a dit, toute mignonne, ne le prends pas mal, mais tu grossis trop, tu prends trop de poids, fais attention, fais quelque chose, parce que sans être méchante, je t'ai jamais fait de réflexion.
Mais là, tu commences vraiment à un peu trop déborder. D'accord. On va continuer avec une autre photo de toi. C'est aujourd'hui. On va toujours rester un peu sur le rapport avec ton corps. Donc, en 2017, tu as fait la sleeve gastrique. Exactement. Par définition, la définition de la sleeve gastrique, c'est que c'est une technique chirurgicale visant à lutter contre l'obésité. En d'autres termes, on coupe une partie de l'estomac pour en laisser une autre, et l'autre, tout simplement, on la jette. Et ça, c'était en 2017, donc 2 ans. 2 ans après ma réduction mammaire. Exactement. Alors, qui a pris cette décision cette fois-ci? Là, c'était moi. Là, c'était toi. Personne n'est au courant. Je pense que c'est ma révolte qui a joué. J'ai dit à personne. J'ai pris mes rendez-vous, je me suis renseignée même sur Internet. C'est moi qui a pris la décision. Parce que je ne m'aimais plus. J'avais honte de moi. Je me trouvais belle que le visage. Que le visage, donc mon visage, voilà. Ça, c'est quelque chose j'ai toujours aimé. Mais le corps, c'était plus possible. Je me trouvais, franchement, je me trouvais, le mot sera choquant pour les gens, je me trouvais dégueulasse, dégoûtante. Quand je venais de me laver et que j'étais devant le miroir, je me regardais, je disais, purée, les gens, ils ont raison, en fait. T'es trop grosse pour ton âge. T'as pas encore d'enfant. Il y a trop de maladies. En plus, ta mère, j'ai l'impression que tu plais pas à tes tantes, à ta mère. Mais peut-être à partir de là, ils te diront que t'es jolie. Parce que j'avais une tante, quand elle venait, la première chose, c'était je reprends ces mots. Non, mais tu dois vraiment faire régime, ça va pas. Des réflexions à maman, mais pourquoi vous la laissez grossir comme ça? Mais vraiment devant moi, devant tout le monde. Et tu te sentais juste humiliée. C'est humiliant, mais pas possible. Et surtout quand on complimente tes frères et sœurs, c'est pas de la jalousie. Je précise. En aucun cas, je suis pas jaloux de mes frères et sœurs. Pour moi, ils valent de l'or. Mais c'est pour dire, ils se rendaient pas compte qu'ils comparaient. Ah, elle, vraiment, vous devez faire un effort. Ah, toi, t'es jolie. Mais qu'est-ce que t'es beau. Ça veut dire quoi? Je suis dégueulasse, que je suis moche. C'est comme ça que moi, je le prenais. J'ai pris la décision, j'ai dit que ça plaise ou non à personne. Moi, je me sentais plus bien dans ma peau. C'était plus possible. Je faisais semblant d'être bien et j'en ai parlé à personne. Même pas une amie ou un ami ou un membre de ma famille. Je l'ai dit à personne. Là, la décision est venue. C'était réfléchi. C'était moi. Parce que j'essayais un peu régime sport, mais j'arrivais pas et c'était lent. Parce que quand on veut maigrir par le bien naturel, c'est très bien. D'ailleurs, c'est même conseillé. Mais psychologiquement, faut être prête. Peut-être. À patienter. À patienter. Et moi, j'étais devenue impatiente. Je voulais aujourd'hui, Naomi, il doit changer, je veux rien savoir, je dois changer, c'est comme ça. Et j'ai été tapée sur Internet. Et aujourd'hui, tu es celle que tu es aujourd'hui. Et comment tu te sens aujourd'hui dans ce nouveau corps? Qui est nouveau quelque part, t'as plus ta poitrine, t'as plus tout ce que tu avais tout simplement. Comment tu te sens aujourd'hui? Je me trouve très belle. Je peux pas mentir. J'ai l'impression que je suis un mannequin top modèle, on peut rien me dire. Je me sens plus à l'aise, plus libérée, plus légère. Sincèrement, je peux pas mentir. Mon opération, je ne la regrette pas. Voilà, en toute sincérité, parce que c'est une décision qui est venue de moi. Je la regrette pas du tout. Mais, il y a eu encore un après. T'es moche en étant mince. Je me suis dit, attendez, pause. T'es trop grosse, t'as trop maigri, ça te va pas. Mais c'est là que je suis rentrée dans ma chambre, je me suis dit, est-ce que la vie des gens importe sincèrement? Est-ce que c'est vraiment important dans nos vies? Parce que quand tu vois les mêmes gens qui te disaient que t'étais en surpoids, ils te répètent maintenant que ça te va pas, t'es trop mince. Je me dis, et c'est là que j'ai appris, je me suis dit, ne jamais écouter les gens. Aime-toi comme tu es. Si tu es fière de toi, reste comme tu es. Peut-être s'il n'y avait pas tous ces mots, j'aurais été celle que je suis toujours ici. Sincèrement. À 17-18 ans. Ouais. Peut-être juste une petite réduction mammaire aurait été possible. Mais tout le reste, non. Moi, les mots ont beaucoup joué sur moi. Peut-être j'étais faible d'esprit. D'autres diront que j'étais faible d'esprit. Mais moi, personnellement, ça a beaucoup joué en moi. Ça a changé ma personne. Moi, j'aurais jamais pensé... Allez, et je le dis, je le conseillerais pas à quelqu'un. Moi, je l'ai fait, je le conseillerais pas à quelqu'un. La sleeve gastrique. L'opération chirurgicale, en général. En général, je précise, quand tu aimes comme tu es,
Oui, quand tu te regardes dans le miroir. Voilà, et que tu trouves que tu es belle, tu aimes ce corps que tu portes. Parce que, en fait, quand j'ai été, parce qu'on voit un psychologue avant, j'ai parlé avec la psychologue, elle m'a dit c'est bizarre. Elle me dit, je sais pas quel rapport faire sur vous. Elle dit, quand je vous regarde avec le poids, parce que j'étais arrivée avant mon opération quand même, je n'ai pas honte de le dire, à 116 kilos, je fais 1m67. Donc, obésité maximale. Elle m'a dit, c'est bizarre, je sais pas quel rapport faire sur vous. J'ai dit, pourquoi? Elle a dit, vous savez tellement ce que vous voulez. Elle a dit, vous me regardez dans les yeux, vous avez tellement confiance en vous. En tant que psychologue, j'aurais jamais dit, vous faites pas partie des gens psychologiquement que j'aurais dit. Elle m'a dit, souvent, les gens qui viennent sont des gens déprime totale. Elle a dit, mais vous, très positif, très... Elle dit, j'aurais jamais pensé. Elle dit, comme quoi, on apprend tous les jours. Donc, c'est une façon de dire que les mots ont du pouvoir sur les gens. Surtout quand c'est de nos proches, des gens qu'on aime. C'est très, très important. Très, très important. Et moi, ça a beaucoup changé. Moi, ça a changé carrément la façon dont je me voyais au miroir. C'est ça qui est grave. Moi, je me trouvais belle. J'étais pas complexée. Moi, on pouvait mettre les top modèles à côté de moi. Naomi, in the place. Elle a peur. Il y a personne qui me fait peur. Mais j'ai commencé à rentrer dans ce mood des, ah non, en fait, t'es moche, tu débordes. Quand les mots ont commencé à sonner dans ma tête, dans mes oreilles, on te le répète chaque jour. Et c'est là que, en fait, que réellement tout a commencé. C'est là que tout a basculé. Et aujourd'hui, il y a toujours des personnes qui sont un peu plus rondes, des femmes un peu plus rondes, des femmes un peu plus minces. Enfin, chaque personne d'ailleurs a sa morphologie. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est peut-être ronde et qui est dans ton état lorsque tu avais 17-18 ans, tu disais, bah, je m'aime pas parce qu'on m'a dit ça, ou parce que tout simplement, même quand je me regarde devant le miroir, je m'aime pas. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne avec toute ton expérience et tout ton parcours? En tout cas, je dirais à cette personne de se mettre face au miroir et de se parler à soi-même. D'oublier X, Y a dit. Tu te mets face à toi. Si tu dis, j'aime comme je suis, je me trouve belle, tu t'en fous. Eh ben, je dis, tu t'en fous royalement de ce que le voisin, la mère, etc. va dire. Aie confiance en toi. Tant que tu te trouves belle, tu es belle. Moi, c'est ça mon optique. Quand une personne se trouve belle, elle est belle. Pour moi, chaque personne a une beauté personnalisée. Donc, ça veut dire c'est ton identité, c'est moi. On m'accepte ou pas. C'est comme ça. Pour moi, c'est toi qui imposes ce que tu veux que les gens aient comme image de toi. Donc, si tu imposes ce côté de je suis femme ronde et je casse tout, je casse la baraque, quand je passe, c'est moi dans la place, on va te respecter en tant que telle. Si tu te mets dans la position de déprime, je suis pas belle, malheureusement, les gens vont te voir de la même manière. Les gens vont te voir de la même manière. Ton propre regard a de l'impact sur le regard que les très autres fort, auront. très fort, parce que moi, justement, mes amis me décriraient non, c'était une ronde qui avait confiance en elle. Pourquoi? Parce que c'est ce que je montrais dans ma façon d'habiller, dans ma façon de parler. Mais or que nous, en fait, vous connaissez l'enveloppe, mais pas la lettre. Mais pas la lettre. Ouais. Je vais te demander un petit exercice encore pour clôturer. Tu vas prendre le miroir, encore une fois. Et tu vas te regarder et tu nous as dit que tu as un fils, il s'appelle comment? King Kirill Adams. Vous pouvez l'appeler Kirill Adams. Kirill Adams, qui a quel âge? 2 ans. Qui a 2 ans, donc c'est encore un tout petit garçon qui est là, en fait, qui est à cette période-là un peu de ta vie. Par rapport à ton expérience, à ton parcours, c'est vrai que c'est un homme, et même les hommes sont touchés par ce que tu viens de nous raconter. Qu'est-ce que tu dirais à ton petit garçon conformément à ton parcours? Quel conseil tu lui donnerais ou quelque chose que tu veux qu'il garde jusqu'à la fin de sa vie par rapport à tout ce que tu nous as raconté? Ok, donc je vais faire comme si je lui parle. Tu lui parles, donc le regard que tu vois dans le miroir, c'est pas ton regard, c'est le regard de ton bébé, de ton enfant, et tu lui parles, donc Kirill, et tu parles. Kirill Adams, j'aimerais que tu gardes ton identité. Tu gardes qui tu es, que je sois là ou pas. Ne regarde pas à gauche, ne regarde jamais à droite. Tu regardes devant toi. Donc devant toi, ça veut dire ta réussite, ton avenir, ton destin. C'est toi qui l'écris, c'est toi qui le dessine. Ne te retourne jamais surtout. N'écoute pas les on-dit. Ce que tu veux de toi, c'est ce que tu vas devenir. Ta réussite, c'est ce que tu vas imposer aux autres. Ta personne, c'est ce que tu vas apporter. N'oublie jamais ces mots. Reste qui tu es. Ça, c'est la phrase que je te dirais. Reste qui tu es. Garde ta personne, tes principes, tes valeurs. Même si ça va à l'encontre de la personne avec qui tu es à côté qui dit non. Mais tant que c'est tes valeurs, c'est ce que tu penses, ce que tu te dis, c'est comme ça pour moi. Réfléchis pas. Fonce.
Ne l'oublie jamais. Ta maman qui t'aime. Merci beaucoup, tu fais déposer à le miroir. On est arrivé à la fin. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé ton histoire avec beaucoup de transparence, beaucoup d'humour, beaucoup de sensibilité aussi et beaucoup de sincérité. Et ce que je retiens réellement de ton intervention, c'est que vraiment, ce que tu as fait au début, ce que tu as fait là à la fin, en fait, il faut réellement le faire. Et le regard qui importe le plus dans notre vie, c'est le regard qu'on porte sur soi-même. Parce que la personne avec qui on marche tous les jours, c'est nous-mêmes. On n'a pas choisi d'être dans ce corps, d'avoir cette couleur de peau, d'avoir ces traits-là. Ça a été un peu le hasard, la vie, ou tout simplement Dieu, le divin. Et cette personne-là avec qui on chemine tous les jours, donc qui est nous-mêmes, c'est une personne qu'on doit entretenir. Une personne avec qui on doit être bienveillante, une personne avec qui on doit être douce. Et je pense que c'est lorsqu'on a ce regard sur soi-même et lorsqu'on se focalise sur le regard qu'on a sur soi-même que je m'aime comme je suis, je m'aime avec mes défauts, je m'aime avec mes qualités, mes faiblesses, c'est à ce moment-là que le reste, c'est que du bruit en fait. C'est que du bruit. Et c'est là aussi à ce moment-là qu'on a réellement confiance en soi et que les autres avis importent peu. Donc, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à vous aussi de m'avoir accueilli sur votre plateau. C'est avec plaisir.